Avant de commencer ce cours-là, je tiens à faire des rappels sur des choses que vous connaissez peut-être déjà, d'accord, concernant la matière, hein, et ces trois états. Donc la matière existe, se forme de trois états, hein, le gaz, le liquide et le solide. Donc ça, vous connaissez ça. Mais la forme sous laquelle existe cette matière-là dépend du type d'interaction, hein, c'est-à-dire des forces qui existent entre les particules qui constituent cette matière. Donc on sait tous que les liquides et les gaz sont des fluides qu'on peut facilement déformer, hein, sous l'action de forces faibles, d'accord, et ils prennent la forme du récipient qui les contient. Par contre, les solides, c'est le contraire. Les solides, ils ont une forme propre, d'accord, forme propre, et leur déformation exige des forces beaucoup plus importantes. Donc, on va s'intéresser aux solides. Les solides, je peux les scinder en deux grandes parties, là. Il y a les états désordonnés, hein, les solides désordonnés, si vous voulez. Donc c'est un état qui est désordonné. Cet état-là, il est caractérisé par une structure non ordonnée, hein, une disposition aléatoire d'atomes, hein, d'atomes. C'est le cas des systèmes amorphes, par exemple les verres et les plastiques. Mais ils sont très intéressants car ils sont des solides qui sont isotropes. Donc si vous voulez, par exemple, mesurer des propriétés physiques telles que la conductivité électrique, la rigidité, l'indice de réfraction, etc., si vous voulez faire des mesures, ces mesures-là, vous allez tomber sur la même chose, quelle que soit la direction de mesure. Donc, prenez le matériau, hein, donc ces propriétés sont les mêmes, hein, les mesures de ces propriétés sont les mêmes, quelle que soit la direction de mesure. Et puis, il y a l'autre partie qui est caractérisée par un état qui est ordonné, d'accord, c'est le cas des solides cristallins et c'est le cas qui nous intéresse, nous, pour la suite du cours. D'accord. Donc ces solides cristallins, ils sont anisotropes. Attention, si vous reprenez les mêmes propriétés physiques dont on a parlé, d'accord, faites attention car les mesures de ces propriétés-là dépendent de la direction de mesure, hein, de la direction de mesure. Et puis, je vais vous donner quelques notions de cristallos qui vont nous servir par la suite pour le cours. Donc, je rappelle que le solide cristallin, il est constitué par un très grand nombre de particules, des ions, des atomes, des molécules, ça dépend de la matière, qui sont situées en des points précis, hein, des points qui sont précis. Rappelez-vous, on a parlé de l'état ordonné. C'est un état qui est ordonné. Ça veut dire les positions de ces ions, de ces atomes ou de ces molécules, hein, sont situés sur des points qui sont précis de l'espace. L'espace ici, par exemple, on peut parler de cristal, par exemple. Donc, je commence par définir le motif. Le motif ou le groupement formulaire. Donc, le motif, c'est l'entité chimique de base qui va constituer le cristal. C'est la plus petite entité chimique, hein, qui va constituer
le cristal. Il peut désigner soit un atome, c'est le cas par exemple des métaux, hein, une molécule, le motif peut être une molécule. Si vous prenez par exemple un cristal de glace, il est constitué par des molécules de H2O. Hein. Ça peut être un groupement ionique, hein, un groupement ionique. Par exemple, le sel de cuisine, le NaCl, par exemple. Ces motifs-là, ils vont occuper des points précis dans le réseau cristallin. Des points précis dans le réseau cristallin. Donc le réseau, hein, Shabaka, donc ces motifs-là, ils vont venir et ils vont occuper des points précis dans ce réseau. Ces points-là, on va dire qu'ils sont appelés des nœuds. Hein. Ils vont occuper des nœuds, c'est-à-dire des points. Hein. Nœud, point, c'est la même chose. Donc on va parler un petit peu du réseau, puisque les motifs vont venir se mettre dans le réseau sur des points précis, ça veut dire des nœuds précis. Hein. Je préfère l'appellation nœud que point. Donc le réseau, c'est un support géométrique. Shabaka, hein, c'est un support géométrique. Attention, il n'a pas de signification physique. Il faut le dire tout de suite, il n'a pas de signification physique. D'accord? Et il faut dire aussi qu'il est infini. Le réseau, il est infini. Donc ces deux choses-là, il ne faut pas les oublier. Attention, il faut faire attention. Le réseau n'a pas de signification physique. Il a été créé pour faciliter par la suite les calculs et tout ça. D'accord? Donc il n'a pas de signification physique. Et la deuxième chose, il est infini. D'accord? Il est infini. Donc je reprends la définition. Donc c'est un support géométrique qui est constitué normalement de nœuds. Et puisque les nœuds sont occupés par des motifs, donc c'est un support géométrique qui est constitué par un ensemble de motifs, hein, identiques. Identiques. Pourquoi identiques? Parce que chaque motif, chaque type de motif décrit un réseau. Hein, décrit un réseau. D'accord? Si vous avez, par exemple, je vous donne un exemple pour vous faciliter un petit peu la compréhension, là. Donc, si vous prenez la molécule de sel de cuisine, le Na+, sodium chlore. Donc, ça, c'est le motif, NaCl. Donc, le sodium va être dans un réseau et le chlore dans un autre réseau. D'accord? Bah, c'est un peu tôt pour ça, mais c'est juste pour vous dire, ça veut dire quoi le mot identique ici? Donc c'est un support géométrique constitué par un ensemble de motifs identiques. Bah, si on a le même motif, ces mêmes motifs vont occuper un réseau. Si on a des motifs constitués de différents atomes, chaque atome ou chaque ion ou chaque molécule va décrire un réseau à lui seul ou à elle seule. D'accord? Donc c'est un support géométrique constitué par un ensemble de motifs identiques. Mais la disposition de ces motifs, c'est une disposition périodique. Dans une direction, bien sûr périodique, indéfinie et régulière. Pourquoi? Parce que le réseau, il est infini. Donc, cette disposition-là, qui est périodique, soit elle se fait selon une direction, et à ce moment-là, on peut parler d'un réseau monodimensionnel. Elle peut aussi se faire selon un plan décrit par deux vecteurs. D'accord? C'est le réseau bidimensionnel. Ou un espace, c'est le réseau tridimensionnel. D'accord? Donc je rappelle, hein, donc c'est un support géométrique constitué de nœuds
Sur ces nœuds-là, les motifs vont venir occuper ces nœuds-là. Donc le réseau, il est infini, il ne faut pas oublier, et il n'a pas de signification physique. Il n'est pas réel, il n'a pas de signification physique. Il a été créé, comme je l'ai dit, pour essayer de faciliter les choses par la suite. D'accord? On peut avoir un réseau monodimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel. Donc ça dépend de la matière. Donc ici, dans cette figure-là, je vous donne deux types de réseaux. Celui à gauche, c'est le bidimensionnel et celui à droite, c'est le tridimensionnel. Donc vous avez le réseau qui est décrit par deux axes ici, dans le cas d'un réseau bidimensionnel. Vous avez des nœuds, et sur ces nœuds-là, le motif qui est une petite sphère ici va venir occuper ces nœuds-là. D'accord? Va venir occuper ces nœuds-là. D'accord? Dans le cas d'un réseau tridimensionnel, on a trois axes. On a l'axe des X, l'axe des Y, dans ce sens-là, et puis l'axe des Z. Donc, vous avez des motifs en vert ici qui vont venir occuper les nœuds du réseau à trois dimensions. Les nœuds du réseau à trois dimensions. D'accord? Donc, quand il n'y a pas de motif, on a un réseau, on va appeler ça le réseau de nœuds. Un réseau de nœuds, s'il n'y a pas de motif. Bon, si vous mettez des motifs sur les nœuds, on va parler de réseau de motifs. Un réseau de motifs. Ou réseau cristallin. Donc si vous entendez dire un réseau cristallin, ça veut dire que c'est un réseau qui contient les motifs. C'est la matière, quoi. C'est la matière. Mais sans motif, le réseau, il sera appelé réseau de nœuds. Réseau de nœuds. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc le nœud, ça n'a pas de signification physique aussi. Le nœud. Donc les motifs sont disposés sur des points qu'on a appelés nœuds. Ces nœuds-là, ou ces motifs-là, s'ils sont déposés sur des nœuds, ils se déduisent les uns des autres par une translation du vecteur petit r est égal à UA plus VB plus WC. N'oubliez pas que A, B et C sont les vecteurs de base qui décrivent le réseau. Donc, vous avez le réseau et ce réseau-là, il est décrit par des vecteurs de base A, B, C. Ce sont les vecteurs de base les plus élémentaires, les plus petits possibles. D'accord? Et puis U, V, W, c'est les coordonnées du nœud qu'on cherche. Si vous fixez votre origine, donc n'importe quel nœud, il est repéré par le vecteur petit r. D'accord? Si vous voulez aller dans un nœud que vous appelez P par exemple, donc R est égal à UA plus VB plus WC. Donc U, V et W sont les coordonnées du nœud P. D'accord? Donc, attention, le U, V, W sont des entiers. Des entiers. Ici, c'est pas complet là. Donc, ce sont des entiers relatifs. On peut avoir U, V, W, soit entier positif, soit entier négatif. Donc, vous rajoutez ça. Et puis A, B et C sont les vecteurs de base du réseau. Donc, on va revenir là-dessus pour bien comprendre. Sachez que U, V, W, c'est des entiers, attention, des entiers relatifs, positifs ou négatifs. Donc, à partir d'une origine, à partir du moment où vous fixez une origine, donc chaque nœud, il est repéré par ce vecteur-là. Et U, V et W sont les coordonnées de ce nœud-là. D'accord?
Donc, on va définir la maille cristalline. Donc, on a défini le motif, c'est la plus petite unité, hein, c'est l'entité chimique de base. L'entité chimique de base qui constitue le cristal. Ce motif-là, il va où? Il va sur un nœud du réseau. Le réseau, c'est un support géométrique qui n'a pas de signification physique et il est infini. Et quand il y a des motifs sur le réseau, le réseau il est appelé réseau de motifs ou réseau cristallin. D'accord? Et on peut avoir différents types de réseaux, le monodimensionnel, le bidimensionnel et le tridimensionnel. Ça dépend de la matière. Hein, ça dépend de la matière. Maintenant, on va définir la maille cristalline. La maille cristalline, c'est la plus petite unité géométrique. C'est la plus petite unité géométrique. Bon, je vais raisonner ici sur un réseau tridimensionnel. D'accord? Donc, c'est la plus petite unité géométrique qui, si je la translate selon les trois directions de l'espace, X, Y, Z ou leur combinaison, elle va passer par tous les nœuds du réseau. Tous les nœuds. Donc c'est la plus petite unité géométrique qui, par translation, permet de générer, ça veut dire de passer, de décrire l'ensemble des nœuds du réseau. Dans le cas tridimensionnel, cette petite maille-là, c'est un petit parallélépipède. C'est un petit parallélépipède que vous voyez ici. C'est un petit parallélépipède défini par 6 paramètres. C'est un petit parallélépipède défini par 6 paramètres. 3 paramètres de longueur, les vecteurs de base, A, B et C, et 3 paramètres que je vais les appeler des paramètres angulaires, alpha, bêta et gamma. Attention, la position des angles, elle est bien précise. Le alpha, c'est entre B et C, le bêta, c'est entre C et A, et le gamma, c'est entre A et B. Tout le monde, tous les cristallographes du monde entier travaillent comme ça. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc alpha, bêta, gamma, c'est des positions bien précises. Donc, dans le cas d'un réseau tridimensionnel, la maille est généralement un petit parallélépipède. D'accord? Défini par 3 vecteurs A, B, C, c'est des vecteurs, c'est des paramètres linéaires, et puis 3 paramètres angulaires qui sont alpha, bêta, gamma. Attention, je rajoute une chose qui est très très importante. Le trièdre A, B et C, c'est un trièdre qui est direct. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous travaillez, vous allez travailler avec des trièdres qui sont directs. A, B et C, un trièdre direct. D'accord? C'est la loi, vous utilisez la loi des 3 doigts, par exemple, que vous connaissez peut-être depuis le secondaire. Ou la loi du tire-bouchon, là. Quand vous passez de A à B, par exemple, vous ouvrez, le C, il monte. Si vous passez de B à A, si vous tournez de B à A, regardez le schéma, si vous tournez de B à A, vous fermez la bouteille, donc le C doit être en bas. Donc, soit vous utilisez la règle des 3 doigts, soit vous utilisez la règle du tire-bouchon, là. D'accord? Sachez au moins que le trièdre A, B, C est un trièdre qui est direct. Qui est direct. Parce que si vous jouez à mettre le trièdre n'importe comment, vous aurez par la suite vos calculs probablement qui seront faux. La multiplicité, cette maille-là qu'on a définie par un petit parallélépipède, elle va, si le réseau contient des motifs ou des nœuds, ça veut dire
Attention, parfois je dis nœud, mais quand je dis nœud, ça veut dire motif. Hein, parce que nœud et motif, le motif il est sur le nœud. Donc c'est une façon de parler là. Donc ce petit parallélépipède, la maille, qui est la plus petite unité géométrique, hein, qui par translation permet de générer tout le réseau, ça veut dire de passer par tous les motifs, tous les nœuds, bien sûr. Donc cette maille-là va contenir des motifs. D'accord? Donc la multiplicité, pour calculer la multiplicité, ça veut dire c'est le nombre de motifs que contient cette maille. Le nombre de motifs. D'accord? La maille, c'est comme un panier. Il contient des motifs. Le nombre de motifs dans la maille, ça s'appelle la multiplicité. Et cette multiplicité, il y a des cristallographes qui la notent petit m, soit petit n, soit petit z. Hein? Personnellement, je préfère n ou z. Hein? Donc la multiplicité, c'est le nombre de motifs qui appartient à cette maille, à ce petit parallélépipède. Donc il existe deux méthodes. Pour connaître la multiplicité, on a deux méthodes, hein, pour la calculer. Soit directement, soit indirectement. D'accord? Il y a deux méthodes. Soit directement, soit indirectement. La méthode directe, c'est le décompte, quoi. Donc, on va compter le nombre de motifs comme ça. Hein? On va les compter comme ça, d'une façon directe. Et puis, la façon indirecte, ou géométrique, ou vectorielle, attention, quand vous consultez un bouquin de Cristallo, vous allez tomber sur l'une de ces appellations-là. La méthode directe ou la méthode de décompte. Les deux appellations sont les mêmes. Pour la deuxième méthode, c'est la méthode indirecte ou géométrique ou vectorielle. Donc vous choisissez l'appellation que vous voulez. D'accord? Donc, on a dit pour connaître ou pour calculer cette multiplicité, on a deux façons de faire. Hein, deux façons de faire. Et je vais commencer par la méthode directe. Donc, la méthode directe, c'est une méthode de décompte. Hein, on va décompter, donc on va... Hein. Donc, si vous avez un motif ou un nœud, comme vous voulez. Donc, si vous avez un nœud qui appartient à P mailles. Vous savez, le réseau il est infini, donc je peux dessiner une infinité de mailles. Là. Donc si un nœud, entre parenthèses, un motif si vous voulez, si un nœud appartient à P mailles, alors pour votre maille, à vous, ce nœud-là, il est compté 1 sur P. D'accord? Si ce nœud-là, il appartient à 2 mailles, alors pour votre maille, dans votre maille à vous, ce nœud-là, il faut le multiplier par 1/2. S'il appartient à 4 mailles, il faut le multiplier par 1/4. Parce que pour votre maille, ce nœud-là, qui est réparti sur 4 mailles par exemple, vous n'avez que le 1/4. D'accord? C'est pour cela que j'ai noté ça en jaune là. Si le nœud appartient à P mailles, alors il sera compté 1 sur P. D'accord? Bon, c'est très simple. Il suffit de faire un petit peu attention. Donc ça c'est la méthode de décompte direct. C'est la méthode directe. D'accord? De décompte. Pour bien comprendre la méthode de décompte, j'ai pris un réseau bidimensionnel, sur lequel j'ai tracé 3 mailles. Donc ce réseau-là, il est décrit par les vecteurs de base A et B. D'accord? Vous avez la maille M1, M2 et M2.
M1 et M2, pardon. Donc si vous regardez bien, donc les trois mailles, elles ont 4 sommets là, 4 sommets. Pourquoi? Parce que elles sont décrites par deux vecteurs, donc n'importe quelle maille, elle aura 4 sommets. D'accord? Donc si ces sommets-là sont occupés par des nœuds, on a chaque sommet est partagé entre 4 mailles. Chaque sommet, de n'importe quelle forme de maille, il sera partagé entre 4 mailles. Donc regardez ici, je prends le cas de la maille M0, la maille M0, parce qu'elle est relativement plus simple que les autres. Donc regardez ce sommet-là. Donc il appartient à cette maille verte. Si je trace une maille à côté, une autre ici et une autre ici, je vois bien que ce sommet-là, il est partagé entre 4 mailles. Ce sommet-là, il sera partagé entre 4 mailles. Donc, par rapport à votre maille verte, il sera compté un quart. Vous n'avez que un quart de ce motif, de ce sommet-là. Donc, s'il est occupé par un nœud, un motif, donc il faut le multiplier par un quart. La même chose pour les autres, la même chose pour les autres sommets. De même pour les autres mailles. Donc, si vous tracez une deuxième maille ici, et si vous continuez ici à tracer, vous allez voir que ce sommet-là, il appartient lui aussi à 4 mailles. De même pour les autres. La même chose ici. Essayez de prendre une maille rose ici, une deuxième qui aura cette forme-là, une quatrième qui aura cette forme-là. Donc vous aurez ce sommet-là, il appartient à 4 mailles. Donc finalement, si je résume, dans un réseau bidimensionnel, pour n'importe quelle maille, chaque sommet, il est partagé entre 4 mailles. Il est partagé entre 4 mailles. Donc, par rapport à votre maille, le sommet, il sera compté, un quart. Bien sûr, s'il est occupé par un motif. D'accord? Donc, quand je regarde, j'ai M0 et M1. Toutes les deux, elles ont les sommets qui sont occupés par des nœuds. Donc, pour M0 et M1, vous avez 4 nœuds, c'est-à-dire au sommet. Ces nœuds-là, il faut les multiplier par un quart. Donc 4 fois 1 quart est égal à 1. À ce moment-là, quand la multiplicité est égale à 1, les deux mailles sont appelées mailles simples ou primitives. Si je prends le cas de la maille M2 par exemple, vous avez 4 sommets qui sont occupés, donc 4 fois 1 quart. Vous avez des nœuds sur les côtés, ces nœuds-là, vous avez 4, 1, 2, 3, 4. Ces nœuds-là, ils sont partagés, le côté il est partagé, il est commun à 2 mailles. Regardez, si vous avez la maille rose ici, si je trace une deuxième maille ici par exemple, ce nœud-là, il est commun à 2 mailles. Donc, chaque côté est commun à 2 mailles. Donc, si vous avez les côtés pleins ici, vous avez 4. Donc, 4 multiplié par 1,5. Et puis, plus 1. 1, c'est ce nœud-là qui est propre à la maille qui se trouve à l'intérieur. Et vous avez une multiplicité est égale à 4. Dans ce cas, on dit que... Avant de commencer ce cours-là, je tiens à faire des rappels sur des choses que vous connaissez peut-être déjà.